Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bienvenue dans Fraternité Week-end Matin, voici le journal. Le pèlerinage jubilaire se clôture demain dimanche au Vatican. À cet égard, hier, à l'ouverture, le pape Léon XIV a rencontré ses animateurs. Au diocèse de Mboujima, l'année de formation 2025-2026 s'ouvre ce samedi à la propédeutique. L'abbé Pierre Mukendi, la messe ad hoc annoncée pour 11h tapantes. Dans ce journal, vous suivrez l'abbé Pierre Kabamba, président du cadre de concertation de la société civile. Il appelle les gouvernants à aller au-delà de pactes et autres cérémonies de réconciliation pour plus de paix durable dans le territoire de Katanda, marqué par les conflits intercommunautaires Nshimba, Moimbia et Kapouya. À suivre peu avant la fin de ce journal, la page nationale marquée par la 64e réunion hebdomadaire du Conseil de ministres sous Mino Toulouka, présidée hier à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les points d'information sont à suivre dans Fraternité Week-end Matin. Nous sommes trois, Anakle Moulumba à la console des diffusions, à Makaembe au contrôle d'antenne. Emmanuel Kalinda vous présente le journal. Bienvenue, bonjour à tous. RTF. Éditorial. Bonnette et Lombé, quand la craie devient lumière, c'est le titre de notre réflexion pour ce week-end, un éditorial qui vous est ainsi libellé. Une craie, une voix, une nation en deuil. Elle n'était ni ministre, ni célébrité, ni chef d'entreprise. Elle était enseignante. Et pourtant, à sa mort, c'est tout un pays qui s'est arrêté, qui a pleuré et pleure. Oui, tout un pays qui s'est souvenu. Bonnette Elombe, institutrice à Kinshasa, est devenue en silence le symbole d'une profession longtemps reléguée au rang de pneus de réserve, comme on dit cruellement dans les couloirs de l'orientation scolaire. Mais par sa passion, sa créativité et son usage audacieux de nouvelles technologies de l'information et de la communication, elle a prouvé que la craie peut illuminer bien plus qu'un tableau noir. Elle peut certes éclairer une nation. Une enseignante qui a réécrit les codes. Dans un pays où l'enseignement est souvent perçu comme un métier de repli, Bonnette Elombe a choisi d'en faire un espace d'innovation, de dignité et de rayonnement. Elle n'a pas attendu les réformes ministérielles ni les subventions miraculeuses. Elle a pris son téléphone, a ouvert TikTok et transformé sa salle de classe en scène pédagogique. Sa conscience professionnelle et son sens élevé d'innovation en utilisant les NTIC dans l'enseignement donc l'ont hissé au rang d'une dame. Elle a montré que l'on peut se faire un nom même dans les choses les plus simples et les plus méprisées aux yeux du monde. Oui, se faire un nom. Elle a redonné du prestige à la blouse, à la craie et à la voix de l'enseignant. Une pionnière numérique au service de l'éducation. Bonnette Elombe n'a pas seulement enseigné, elle a communiqué, elle a vulgarisé, elle a inspiré. Ces vidéos pédagogiques, dans un monde marqué plutôt par de striptease des uns et des autres, ont touché des piliers et de milliers de parents, d'élèves, de collègues. Elle a prouvé que les NTIC ne sont pas l'ennemi de l'école, mais un levier puissant pour la rendre vivante et accessible. Dans un contexte où l'école publique congolaise souffre d'un déficit d'image, Elombe a incarné la modernité dans la tradition, la rigueur dans la tendresse, la pédagogie dans la joie. Une mort qui révèle
une vocation oubliée. Son décès, survenu lundi 20 octobre en cours, a provoqué une onde de choc. Jamais une enseignante n'avait été ainsi pleurée en République démocratique du Congo. Jamais une voix de salle, de classe, n'avait résonné aussi fort dans les cœurs. Mourir enseignante, vivre héroïne, le réveil d'une conscience nationale. Ce deuil est un miroir tendu à la société congolaise. Et si nous avions négligé ceux qui bâtissent l'avenir? Et si l'école retrouvait ses héros? L'effet Elombé ou la craie qui trace l'espoir. Bonnette Elombé laisse derrière elle un héritage d'amour, de courage et de vision. Elle nous rappelle que la grandeur ne dépend pas du poste. Non, pas du poste, mais de l'impact. Que le vrai leadership commence là où peu regardent, mais où Dieu agit. Ce que le monde juge vil, Dieu peut l'utiliser pour illuminer une nation. Le nom d'Elombé restera gravé non seulement dans les mémoires, mais dans la conscience collective d'un pays qui redécouvre la noblesse de l'enseignement. Bon week-end à tous. Actualité immédiate dans Fraternité Week-end matin, on parle du Vatican où Léon XIV a rencontré vendredi les membres des équipes synodales et des organes de participation venus à Rome pour leur pèlerinage jubilaire qui se clôture demain dimanche 26 octobre en cours. Le Saint-Père qui a écouté les présentations sur le processus synodal à partir de réalités ecclésiales continentales. Il a également exprimé l'espoir que l'Église continue à grandir dans la communion grâce à l'esprit de synodalité. Du Vatican au diocèse de Mbuji-Mayi, nous en sommes au deuxième titre de Fraternité samedi matin. La propédeutique, l'abbé Pierre Mukendi ouvre officiellement l'année de formation 2025-2026 ce samedi 25 octobre 2025. Le tout se déroule au cours d'une célébration eucharistique. Elle sera présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Heure 11h30, indique l'abbé Alain Capinga, recteur de la propédeutique abbé Pierre Mukendi. Et le centre communautaire Albert Kalonji d'Itunga du territoire de Miabi a bénéficié hier vendredi d'un lot important de fournitures scolaires. Ce dont composé des ordinateurs portables et autres équipements de sport est destiné aux apprenants de ce centre. Avant la remise, l'abbé Yves Timbalanga, secrétaire épiscopal, a précisé que cet appui vise à renforcer la formation des jeunes dans ce centre de rattrapage scolaire. Il a aussi souligné que ce don permettra de faciliter une bonne assimilation des apprentissages à l'ère du numérique. Avant d'appeler les bénéficiaires au bon usage, on l'écoute sur des propos recueillis par Raphaël Kongolo. On veut bien que ces écoles, c'est ça même l'idée, soient des écoles d'élite. Et pour que ce soit véritablement des écoles d'élite, il faut que nous ayons des manuels scolaires pour la préparation et pour les élèves. Il faut que l'élève, l'apprenant de ce centre communautaire, sache aussi utiliser un peu de l'outil informatique, notamment l'ordinateur. Il y a aussi des cahiers qui sont là et des vareuses, des maillots pour le sport. C'est toujours dans l'idée de pouvoir former des jeunes gens aptes, mais les former à partir, n'est-ce pas, de l'intérieur de notre province. C'est ainsi que Monseigneur l'évêque, qui a reçu tous ces biens de notre gouvernement et du ministre Doudou Fouamba, les met à votre disposition pour que vous soyez bien formés, que demain vous deveniez les cadres de notre pays. Ainsi, en vous les remettant, nous disons bonne chance à vous, bonne application à vous, et que tout ceci soit vraiment utilisé à bon escient. Que ça soit utilisé avec conscience. N'abusons pas de ce que nous recevons aujourd'hui. L'abbé Yves Timbalanga et les apprenants visiblement heureux ont exprimé leur joie et leur gratitude aux donateurs.
Je dis merci au président Fati pour nous avoir donné les fournitures scolaires. Merci beaucoup son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses dons, les équipements de sport et les fournitures scolaires. Nous disons merci à Monseigneur Bernard pour nous avoir donné les cahiers. Et de leur côté, les parents ont eux aussi salué ce geste qu'ils considèrent comme un soutien direct au développement de leurs enfants. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi muchikondochi mugeneration abana batu balele wabionsi bienzeka njingela banga fwachi beton Tshilombo Tshisekedi momayo akanyinda jimoela merci wabunyi ngambani Zambia mubenesha ola bobobo enze bitambi dilaha bwajitanta jamisoku yetu ni jakalengela jajitunga ja bana bamwena Kongo chena mpomoyi bwakwela Monseigneur Bernard Kasanda twasakidila wabunyi watu yetu jumuisha bana betu basakidila kutuka vubunatu tunguluka heba Zambia kubanesha kola kana bobobo twasakidila wabunyi. Et ce sont là les parents des apprenants du centre communautaire Kalonji d'Itungan à Miabi. Il faut noter que la délégation du diocèse de Mbuji-Mayi, conduite par l'abbé Yves Timbalanga, accompagnée de l'abbé Melkias Mutombo et d'Innocent Chimanga Chabintou, a promis de poursuivre cette œuvre dans d'autres centres communautaires. Combattre le bon combat de la foi, c'est la thématique décortiquée vendredi par l'abbé David Moukeba aux journées de prière organisées par la paroisse Sainte-Ursula en mémoire de sa sainte patronne. En cette 4e journée consécutive, l'homme de Dieu est revenu sur 6 principes majeurs à observer pour bien combattre et vaincre le diable. Il a cité la perfection, la crainte de Dieu, la foi, l'amour, la persévérance et l'humilité. Peu avant la fin de cette journée, il y a eu le service d'imposition de main. Ce samedi, avant midi, il y a le service de confession. Et l'après-midi, 2 rencontres sportives sont annoncées sur le terrain du collège épiscopal Saint-Pierre. Et les jeunes du doyenné de Tshibouaboua seront à messe d'ensemble demain dimanche 26 octobre en cours. Elle a lieu à la paroisse Saint-Joseph de Béna-Tshibouaboua même. Selon le président des jeunes de ce doyenné, 2 événements marqueront cette célébration eucharistique. Le soutien aux travaux de construction de la paroisse visitée et dire au revoir à l'abbé doyen sortant. La messe commencera à 11h tapante. Jean Mwamba appelle les jeunes de Tshibouaboua à plus de mobilisation. Et les membres du comité directeur de BTK Bamamoto Yakumpala de la zone apostolique du centre étaient en réunion hier vendredi 24 octobre 2025 à leur siège. Celle-ci était présidée par Madame Hélène Kalingaï. Au centre des échanges, les préparatifs de la grande prière annuelle à la colline Charles Mouya. Selon la présidente de BTK du centre, cette prière d'action de grâce et d'ouverture de l'année pastorale de la femme est fixée du 5 au 7 novembre prochain. Elle regroupera les 6 doyennés qui composent la zone apostolique du centre. Il s'agit des doyennés de Bonzola, Bipemba, Dipumba, Tshibouaboua, Lukelingé et Lupatapata. Hélène Kalingaï qui lance un appel à la mobilisation de toutes les BTK de la ville de Mbuji-Mayi qui doivent donc rendre grâce à Dieu pour sa protection durant l'année 2025 écoulée et lui offrir l'année 2026 de s'unir avec les BTK à Mbouyachar. L'année 2025 qui tend lentement mais sûrement vers sa fin donc. Et les 6 et 7 novembre, ce sera pour cette prière d'action de grâce. Une autre réunion est prévue le lundi 3 novembre au siège de BTK dans la commune de la Kanchi. Signalons que chaque présidente du doyenné est priée de sensibiliser donc ses membres pour une participation active. Et toujours au diocèse de Mbuji-Mayi, nous allons prendre cette autre nouvelle et là, nous prenons la direction de Miabi où la neuvaine mariale organisée à la paroisse Saint-Joseph Miabi était à sa 5e journée hier vendredi. L'abbé Jean-René Bantou est intervenu avec le sous-thème « Le secret du chapelet ».
le curé de Saint-Jean-Bergmans de Chilundu-Merode a commencé par retracer l'historique de la prière du chapelet qui remonte au 5e siècle avec la prière dite avec le psaume que les moines exécutaient au pied de Marie avec les fleurs à main. Vers le 16e siècle, remplacé par les fleurs. Donc, il faut noter que vers le 16e siècle, les fleurs remplacées par les graines du chapelet divisées par dizaines pour 50 par mystère, alors qu'il n'y avait que 3 mystères en fonction de 150 psaumes. C'est avec le pape Jean-Paul II qui ajouta donc le mystère lumineux au rosaire. Continuant, l'abbé Jean-René a dit, je cite, « La prière d'Ave Maria est biblique et elle a 3 parties, la salutation de l'ange, l'action de grâce d'Élisabeth, la supplication de l'Église. La valeur de la prière du chapelet réside dans le secret de l'intercession de Marie en notre faveur auprès de son Fils par la médiation et la contemplation du mystère de la vie de Jésus dès l'annonce de l'ange jusqu'à l'ascension de Jésus, a poursuivi l'abbé Jean-René Bantou. Pour terminer, l'orateur a insisté sur la croix qui est une force spirituelle qui fait du chapelet une arme. À chacun d'avoir son chapelet et le réciter avec foi pour y découvrir le plus grand secret qui est le salut. Nous signale-t-on ce matin. Nous prenons une toute petite pause peu avant de nous poser en province. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz. Les rituels ont plus d'une fois montré leurs limites dans l'interminable conflit entre les Bénin, Chimba, Kapuya et Moimbia dans le territoire de Katanda. Propos du président du cadre de concertation de la société civile Kasaï orientale. L'abbé Pierre Kabamba réagissait le week-end dernier au rebondissement des coups de feu il y a peu dans le territoire de Katanda. Dans une interview nous accordée, il propose aux gouvernants d'aller au-delà des cérémonies réconciliantes. L'abbé Pierre Kabamba qui pense par exemple que l'érection d'une prison à Katanda, l'installation de camps militaires et policiers, sans oublier la transformation de ces terres arables en véritable domaine de production agricole, à l'instar du service national Kanyamaka CC, pourrait tant soit peu aider à l'instauration d'une paix durable. Il est sûr de propos recueillis par la rédaction centrale de la radio diocésaine. Les propositions les plus concrètes que nous pouvons faire sont très nombreuses. La première, il faut d'abord qu'on démystifie ces conflits, parce que c'est comme si c'est un tabou d'y toucher, d'en parler. Non. Des deux, on pourrait dire il ne faut plus qu'on arrive à recourir à des pratiques ou des formules comme réconciliation, négociation. Non. Ici, on considère que cette population qui est là est en difficulté avec la loi et avec l'État. Et l'État doit prendre à bras le corps cette question et arriver à la résoudre de main de maître. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes en train de nous penser que, en tout cas, la paix dans les territoires de Katanda doit résulter d'une imposition de l'État parce que l'État a tous les moyens pour pouvoir imposer la paix. Et qu'est-ce qu'il faut arriver à faire pour imposer la paix? Pourquoi ne pas construire la prison de ce côté-là? Pourquoi ne pas installer un camp militaire? Pourquoi ne pas installer un camp de policiers? Pourquoi ne pas faire venir, par exemple, ou commencer le service national Kanyamaka Sessa, mais ici, parce que c'est parmi les terres les plus fertiles de notre province. L'abbé Pierre Kabamba, président du cadre de concertation de la société civile Kasaï orientale, a noté que les conflits intercommunautaires en Chimba, Moimbia et Kapuya datent du fond des âges. Ils ont coûté des vies humaines et causé de pertes matérielles très importantes, enfonçant nombreuses familles dans une précarité inqualifiable. Et la salle polyvalente du Centre de formation pour le développement Pokolo Amoyo a servi de cadre vendredi 24 octobre 2025 à la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale ici au Kasaï oriental.
Initialement prévue pour aujourd'hui samedi, cette cérémonie a été anticipée et s'est tenue sous la houlette de la coordination provinciale de la santé mentale en partenariat avec la division provinciale de la santé. Cette journée était ouverte par la chef de division provinciale de la santé, Dr Eugénie Misségan, qui a salué l'initiative tout en appelant à une prise de conscience collective sur les enjeux liés à la santé mentale. 3 exposés ont marqué cette célébration. Le spécialiste en santé publique André Mbaye a entretenu l'assistance sur l'architecture de la santé mentale. Le docteur Kaninda s'est lui focalisé sur la promotion de la santé mentale dans les situations d'urgence et de catastrophe. Le coordonnateur provincial de la santé mentale, le docteur Léon Mbinga, nous parle ici et maintenant de l'objectif principal de cette journée. L'objectif principal de la célébration de cette journée internationale, c'est la sensibilisation et la promotion de la santé mentale pour les interventions d'urgence et les catastrophes cibles de cette année ici comme thématique. Il faudra que toute la communauté puisse s'approprier la santé mentale comme un problème qui intéresse tout le monde. Puisque selon ce qu'on a défini là-bas, il n'y a personne qui peut se dire ne pas avoir un problème de santé mentale dans notre communauté. Donc la santé mentale n'est pas seulement la maladie mentale ni trouble mental, c'est un problème dans lequel la personne a besoin d'un épanouissement personnel, d'une aide qui ne sait pas se donner. Donc tout le monde a un problème de santé mentale, on l'a dit, et chacun le gère de sa façon ou d'un degré à un autre. Il est nécessaire que de temps en temps on puisse revenir sur ce genre de journée pour que la communauté puisse s'approprier. Puisque dans notre province, les problèmes de santé mentale sont stigmatisés et marginalisés. Quand vous parlez santé mentale, tout le monde voit la folie. Or, santé mentale n'est pas seulement la folie, c'est un problème de vie communautaire qui nécessite une intervention spécifique dans un domaine approprié comme le programme de santé mentale le prévoit. Le docteur Léon Mbinga, coordonnateur provincial de la santé mentale, la chef de la division provinciale de la santé, a aussi reconnu les avancées significatives enregistrées avec l'existence de quelques structures spécialisées au Kasaï oriental. Toutefois, docteur Eugénie Misségan souligne que il s'agit de nombreux défis qui restent à relever, notamment en matière d'infrastructures. Nous avons quelques structures qui prennent en charge les malades mentaux et nous avons le personnel qualifié, mais le défi est encore très grand. Nous avons par exemple les cliniques universitaires du Pumba, nous avons le centre de frais de la charité et puis une autre structure, l'hôpital Bonzola, qui prennent en charge les malades mentaux. Ce sont des structures qui existent et il y a des personnels qualifiés, mais le défi reste énorme parce que la province compte 19 zones de santé avec 19 hôpitaux dans lesquels le paquet n'est pas encore intégré, étant donné que intégrer un programme dans une structure de santé nécessite beaucoup d'atouts au départ. C'est d'abord le renforcement des capacités des prestataires, l'appui en équipement et matériel de diagnostic, ainsi que le médicament pour la prise en charge. Et comme vous le savez, la plupart des grands malades mentaux que nous avons sont des malades qui sont abandonnés par leur famille, qui nécessitent que les soins à leur offrir soient des soins gratuits. Malheureusement, nous n'avons pas encore de subventions, mais à travers la célébration de la journée mondiale de la santé mentale, pour nous, c'est une occasion de faire le plaidoyer auprès des autorités politico-administratives, de pouvoir mobiliser encore plus de ressources pour appuyer ces domaines qui semblent être les cadets de tous les domaines du secteur par l'absence de financement disponible. Docteur Eugénie Misségan, chef de la division provinciale de la santé ici au Kasaï oriental. En rappel, le thème retenu pour cette année est promouvoir la santé mentale et le soutien psychosocial dans les urgences et les catastrophes. Santé, restons-y quand même. Le monde entier a célébré la journée mondiale de la poliomyélite et à Mbujimaï, cette journée a été marquée par une conférence à l'hôpital du Pumba, actuelle clinique universitaire de Mbujimaï. Plus de détails dans ce reportage de Symphorien Moulinga, mais rendu par Delphin Carlos Kalonji Kalala.
Le monde entier a célébré ce vendredi 24 octobre 2025 la journée mondiale de la poliomyélite. Parvenir à 0 cas de polio au monde est le thème retenu pour cette édition. Ici à Mbuji-Mayi, cette journée a été marquée par une conférence organisée par le Rotary Club de Mbuji-Mayi. Mettre fin à la polio, chaque enfant, chaque vaccin partout est le thème choisi au niveau provincial. Cette thématique a été développée par 3 intervenants. Le premier à prendre la parole, c'est la chef de la division de la santé Eugénie Misenga qui a donné l'état de lieu de la polio dans la province du Kasaï oriental. En 2023, la province du Kasaï oriental a enregistré 34 cas confirmés de la souche vaccinale pour être plus bref, et un cas compatible dans la zone de santé de Kassansa, dans l'aire de santé Lac Lomba. Après la réalisation des campagnes de riposte, autour de 5 campagnes environ, la province n'a plus rapporté un cas confirmé de poliovirus issu de la souche vaccinale durant toute l'année 2024 jusqu'à nos jours. Un cas compatible de poliomyélite a été investigué en 2025 dans la zone de santé rurale de Mukumbi, dans l'aire de santé Kankelenge. Parce qu'il s'agit de la situation de notre province, nous sommes dans la réunion organisée par Rotary Mbuji-Mayi. Donc nous devrions savoir à quel niveau, avec tout ce que nous avons fait ensemble avec vous, nous en sommes à quel niveau et qu'est-ce qu'on peut faire pour les étapes qui suivent. Pour sa part, Daniel Kalombo Ilunga, l'envoyé de l'OMS dans cette conférence, a donné l'apport de son organisation face à la lutte contre la poliomyélite, notamment la vaccination de routine, la surveillance renforcée ainsi que le riposte aux flambées. Miki Mwamba, vice-président du Rotary Club, a enfin justifié les choix de soutenir la poliomyélite. Le Rotary continue son rôle de leader dans les programmes humanitaires avec l'espoir d'en finir avec la polio. Plus récemment, dans la mission toujours de collecte de fonds, il y a eu une collaboration entre le Rotary et la fondation Bill et Melinda Gates qui s'engage à tripler les efforts que le Rotary fera dans la collecte de fonds. C'est-à-dire que chaque dollar qu'un Rotarien ou que le Rotary va récolter, la fondation BID va doubler. Un exemple simple, avec 25 dollars que nous pouvons faire comme don, la fondation Bill Gates ajoute 50 dollars et le total fera 75 dollars. Et avec 75 dollars que nous ne pouvons négliger que ce peu, les 75 dollars font quoi? Signalons que c'est la salle prof Dr Séverin Ouonda des cliniques universitaires de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Nous sommes à Dipumba qui a servi de cadre à cette activité. Rappelons que l'objectif de cette journée consiste à éradiquer la poliomyélite à l'échelle mondiale. Prenons maintenant le reportage de Célestine Mboula Mukendi et Yannick Kamunga sur la clôture hier vendredi de la formation organisée par la Radio Okapi, formation de 3 jours axée sur le renforcement des capacités des journalistes de radio communautaire du Grand Kasaï. Clôture ce vendredi 24 octobre à Mbuji-Mayi de la formation des renforcements des capacités des journalistes de radio communautaire du Grand Kasaï organisée par Radio Okapi. Démarrée le 22 octobre à la salle de réunion de l'hôtel Kachibou, cette formation a réuni 25 journalistes venus du Kasaï oriental, du Kasaï central et de la Lomami. Les travaux ont porté sur l'écriture journalistique, la collecte, les traitements et le montage des sons. Plusieurs formateurs venus de Kinshasa ont animé les différents modules. Le premier jour, Suzanne Zobo a développé les thèmes sur l'écriture journalistique, rappelant qu'un journaliste doit répondre aux 5 questions de base et se limiter aux faits. Ensuite, Christian Mapendano a abordé la lutte contre la désinformation, insistant sur la nécessité de vérifier toute information avant diffusion. Le deuxième jour, Suzanne Zobo est revenue sur la préparation de l'interview, de la documentation à la vérification du matériel
manuel avant la descente sur terrain. Enfin, la dernière journée a été consacrée au montage sonore sous la conduite de Paul Badjanyama. Pour quelqu'un qui maîtrise le montage, il ne sait pas, comme Anne nous expliquait, que à la radio, il faut mettre les câbles, les jacks, là, les mini-jacks, les 1,5 là, les mini-jacks, où tu mets play et puis tu attends, quand le son arrive à la fin, tu coupes, tu vois. On ne sait pas comme ça quand on ne maîtrise pas le montage. Parce que le rôle du montage, c'est exactement pour éviter tout ça. La première des choses, c'est sélectionner pour faire l'assemblage. D'accord? J'ai enregistré. Maintenant, je vais sélectionner de quoi qui va passer à l'antenne. La deuxième chose, la plus importante, c'est une bande de son cohérente et harmonieuse. Bandeko. Il y a des gens qui montent le son, tu sens que ma lobédo sauter. Tu sens que le son, il va monter en gros. Quand vous tendez l'oreille, vous savez sentir que ce son ici, ça a été monté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas non plus d'harmonie. Mais qu'attend Radio Okapi de cette formation? Nous attendons que vous, en tant que journaliste de radio communautaire, vous puissiez être désormais en mesure de donner la vraie information, la bonne, aider la population à vérifier tout ce qui est des informations, notamment sur des sujets qui ont lié à la vaccination, à des campagnes de vaccination. Mais aussi, nous voulons que vous puissiez être en mesure de produire du contenu de sensibilisation sur la promotion de la vaccination au sein de votre communauté. Et lorsque vous avez des contenus de ce genre, de les partager avec nous, notamment dans le groupe WhatsApp que nous avons créé. Que vous soyez en mesure, par exemple, si dans votre radio communautaire, il n'y a pas d'émissions qui traitent des sujets de santé, que vous puissiez mettre en place des émissions de ce genre. Quelques participants ont également partagé leurs impressions. Je profite de dire merci, grandement merci à la Radio Okapi et tous les participants parce que cette formation pour moi nous a encore beaucoup appris sur ce qu'on connaissait déjà avant. Je pense que cette façon de voir les choses, surtout avec le montage audio, ça va nous permettre de donner le meilleur de nous. À la Radio Okapi et ses partenaires d'avoir voulu vraiment nous former encore une fois parce que nous avons déjà quelques connaissances sur l'écriture journalistique, la désinformation, mais on a ajouté encore un plus sur ce que nous avons déjà. Nous disons grandement merci à l'équipe, toute l'équipe sur place qui est venue nous enseigner et que ça ne soit pas seulement la première fois et la dernière fois, que ça se répète toujours afin d'approfondir nos compétences. La formation s'est clôturée dans une ambiance de satisfaction générale. Prévue initialement pour ce samedi 25 octobre, la cérémonie d'ouverture solennelle de l'année académique 2025-2026 à l'université officielle de Mbuji-Mayi, campus de Kanselé, a été reportée à une date ultérieure. L'information est rendue publique depuis hier vendredi via un communiqué officiel signé par le directeur de cabinet du recteur Abbé Apollinaire Chibaka Chikongo, le prof William Kabeya Badiambouji, et ce report est dû à des perturbations dans le trafic aérien ayant empêché plusieurs invités officiels d'arriver à temps pour la cérémonie ici à Mbuji-Mayi. L'université officielle de Mbuji-Mayi qui présente par ailleurs ses excuses à tous les invités concernés et rassure également que la nouvelle date de la cérémonie sera annoncée incessamment. Et les membres du comité directeur du club Fraternité, les présidents des cercles qui composent cette association des auditrices et auditeurs de la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi, sans oublier les membres de la Ligue de femmes du club Fraternité, seront dans leur réunion de service ce samedi 25 octobre 2025 et ce sera dans la salle de réunion des journalistes de la RTFBEM. Cette rencontre a pour objectif l'analyse du calendrier des activités à mener et d'autres questions importantes liées au club Fraternité. José Mbouyi Kalala, président du club Fraternité, insiste, disais-je, sur la présence et le respect de l'heure de début de cette réunion par les concernés. Et sur le plan national, nous vous le disions tantôt en titre, aucune mission officielle à l'étranger ne devra être entreprise sans information préalable du ministère des Affaires étrangères et sans la participation active de la mission diplomatique ou consulaire du pays d'accueil. La décision est du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a rendu public vendredi au cours de la 64e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé à la Cité de l'Union africaine.
Selon le compte rendu lu à la télévision nationale par le ministre en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, le chef de l'État a émis le vœu de voir les ambassades et représentations être pleinement associées à toute action officielle menée au nom de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a aussi institué une task force permanente d'évaluation des engagements de la République dans la lutte contre la violence sexuelle liée au conflit armé. Cette task force réunira périodiquement les représentants des institutions concernées. Et pour terminer totalement ce journal, le gouvernement de la République et le consortium Sino-Congo Spécial Zone ont officiellement signé jeudi dernier une convention de collaboration marquant le coup d'envoi dans les jours à venir de la construction de la cité industrielle Chine-Congo, un projet évalué à 12 milliards de dollars américains. La cérémonie tenue à l'immeuble du gouvernement a été présidée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Dans son discours d'ouverture, la chef du gouvernement congolais a souligné que cette convention adoptée en Conseil des ministres est une étape majeure dans la mise en œuvre de son programme d'action et elle a réaffirmé son rôle de garante de la bonne exécution de ce projet structurant qui vise à concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une capitale à la mesure de richesse et de la grandeur de la RD Congo. Le projet s'inscrit dans un plan global d'extension urbaine de 430 km² vers la commune de Maluku. Pour sa part, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Alexis Guissaro, a insisté sur la logique de développement intégré du projet. Ce journal est complètement terminé. Plus d'une demi-heure d'informations sur la radio diocésaine. Au cas où vous nous auriez pris en cours, voici le rappel des grandes articulations. Le pèlerinage jubilaire des équipes synodales se clôture demain dimanche à Rome. Hier à l'ouverture, le pape Léon XIV a rencontré ses animateurs. Au diocèse de Mbuji-Mayi, l'année de formation 2025-2026 s'ouvre ce samedi 25 octobre 2025 à la propédeutique Abbé Pierre Mukendi, la messe ad hoc annoncée pour 11h30. Le président du cadre de concertation de la société civile Kasaï Oriental propose plus que les rituels pour la paix à Katanda. L'abbé Pierre Kabamba, que vous avez suivi dans Fraternité Week-end matin, a conseillé l'érection de la prison dans ce territoire, des camps militaires et policiers et même le service national pour l'exploitation de ces terres arables. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine la 64e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Ces points d'information ont été suivis de vous dans ce journal du week-end. Merci à Ama Kayembe et Anakle Moulumba qui m'ont aidé à vous présenter ce journal. Je suis Emmanuel Nkalinda Chibaon, tout en prenant congé de vous. Je vous fixe un nouveau rendez-vous pour un nouveau journal sur nos antennes à 13h15. En attendant, c'est l'occasion pour nous de vous souhaiter un excellent week-end.